Aujourd'hui, on essaye la toute nouvelle Mercedes classe C et on va vous donner tous les détails. Électrique ou thermique, quelle est la stratégie de Mercedes avec cette nouvelle classe C? Alors, est-elle l'une des meilleures nouvelles berlines électriques et comment se compare-t-elle à la toute nouvelle BMW i3? Et est-ce que le prix supplémentaire en vaut la peine par rapport à sa petite sœur, la Mercedes CLA? Et la troisième question intéressante concerne aussi le Mercedes GLC électrique, le grand frère SUV. Ils partagent la même technologie, mais comment se comparent-ils vraiment? Beaucoup de choses à découvrir pour vous aujourd'hui, avec bien sûr un premier test d'autonomie sur autoroute. Un potentiel roi de l'autonomie des VE, on va le découvrir avec Thomas de AutoJeFuel en 4K, plein écran et en intégralité. C'est parti avec la toute nouvelle classe C, basée ici sur une toute nouvelle plateforme électrique. Le moteur thermique continuera d'exister pour l'instant et bénéficiera bientôt d'un restylage. On vous tiendra au courant. Et là, l'électrique reçoit cette calandre style moteur thermique introduite avec le GLCEQ. Le design classique de Mercedes, quoi. Et ici, elle est également éclairée, pas présente sur la version de base, et l'étoile est également éclairée. Si vous êtes en Amérique du Nord ou en Chine, vous avez aussi le contour lumineux en plus, pas autorisé en Europe. Règle bizarre parfois, bien sûr. En option, le Digital Light. C'est le phare LED matriciel le plus sophistiqué qu'il propose, et aussi avec le motif étoilé à l'intérieur. Le bleu satellite, c'est ce bleu-là, qui n'est pas le plus clair. Vous pouvez aussi avoir ce bleu limpide, qui est un peu plus lumineux, mais il y a des nuances très intéressantes ici. Et c'est vraiment une super fonctionnalité. On peut appuyer sur le logo de l'emblème pour ouvrir le coffre. C'est un coffre assez grand qui contient non seulement les câbles de recharge, mais aussi des bagages, un joli tapis de sol, des vérins à gaz. C'est donc très pratique et bien mieux comparé à la BMW i3. Là, la classe C a un coffre plus pratique. La longueur ici est de 4,88 m. C'est 13 à 16 cm de plus que la Mercedes CLA, la BMW i3 et aussi que la classe C à moteur thermique. La majeure partie de cette longueur profite à l'empattement. Pourtant, on n'aura pas tellement plus d'espace intérieur car l'un des points clés était de garder ce long capot, surtout par rapport à la Mercedes CLA. Ici, on veut garder le style classique de la classe C, jantes 18 à 20 pouces. Ce sont les plus grandes jantes, l'une des plus grandes tailles ici. Bien sûr, différents styles sont proposés. Et on retrouve bien ce design tricorps classique. La ligne de toit est plus fuyante, disons, par rapport au modèle thermique. Puis, le design arrière a ce panneau noir, ce qui n'est pas vraiment mon truc, honnêtement. Et ces structures rondes à l'intérieur sont une bonne idée, je trouve. Mais ils auraient dû les faire complètement rondes. Pourquoi ils coupent ça ici? Comme sur la nouvelle AMG GT, ils l'ont fait complètement rond. Faites juste un cercle complet, C400, ça commence comme ça. 4 Matic, c'est 4 roues motrices. Il y aura aussi une version propulsion, ou des versions, et puis des versions 4 roues motrices avec un moteur électrique à l'arrière et à l'avant. Avec celle-ci, on accélère en 4 secondes, de 0 à 100 km/h. Ça, c'est de la performance. Je veux dire, elle a déjà le style AMG, non? La trappe de recharge est ici de l'autre côté. Et on a une capacité de batterie de 94,5 kWh net. C'est le début. Plus tard, ils vont aussi... Des insectes s'intéressent aussi à nous dans l'auto. Plus tard, la batterie NMC de 85 kWh. Le prix d'entrée sera un peu plus bas. D'ailleurs, le tarif débutera sous la barre des 63 000 € pour cette plus petite batterie. Ici, la plus grande batterie sera à 67 000 € en prix d'entrée. Cependant, si vous prenez toutes les options, la transmission intégrale, l'intérieur, les roues arrière directrices, la suspension pneumatique, qui est aussi l'une des options majeures, les roues arrière directrices jusqu'à 4,5 degrés à l'opposé, la suspension pneumatique Airmatic qui s'abaisse à haute vitesse pour un excellent confort en toutes circonstances. Toutes options, 95 000 €, un prix assez costaud bien sûr. Ici, la trappe de recharge AC en 11 ou 22 kW. La recharge DC monte jusqu'à 330 kW et vous passez de 10% à 80% de charge en 22 minutes.
Je veux dire, cette batterie plus petite. Quand on a juste une différence d'environ 10 kWh, je ne vois pas trop l'intérêt. Bien sûr, ils veulent un prix d'entrée plus bas, mais pour le prix, oui, on paye ces options en plus, comme les roues arrière directrices et la suspension pneumatique hermétique en un seul pack. D'ailleurs, c'est une grande différence avec la CLA, car une CLA, toutes options, face à une classe C électrique, toutes options, c'est 20 000 € d'écart. Donc bien plus cher. Oui, et le GLCEQ ou GLC électrique, comme ils l'appellent. Ils abandonnent le nom EQ. C'est bien sûr le frère SUV. Ils partagent presque toute leur technologie. C'est vraiment la différence. Vous voulez un SUV ou plutôt cette carrosserie berline? Bien sûr, ça va avoir un impact énorme sur votre position assise à l'intérieur. Une chose importante avant de passer à notre essai routier complet, regardez ça ici. Je veux tester l'essieu arrière directeur, déjà dit, 4,5 degrés inversé. Et ici, ça suffit pour faire demi-tour. Waouh! C'est bien sûr super, super pratique pour se garer et manœuvrer. Waouh! Incroyable! Et le véhicule large pour vous. Et deux différences intéressantes ici. Celui-ci n'est pas la ligne AMG. Vous pouvez voir ici cette partie inférieure juste là. Et celui-là est la ligne AMG. Ensuite, vous avez ce cadre noir tout autour et un visuel différent juste là. C'est donc l'une des principales différences. Autre différence intéressante, déjà vue. Voici la calandre normale comme sur notre véhicule principal en chrome brillant. Mais vous pouvez aussi l'avoir en option avec ce style en chrome sombre. Et ça lui donne un look un peu plus agressif. Lia m'a déjà dit qu'elle préférait ce look plus sombre et sportif. Et vous, qu'en pensez-vous? Voici la clé et on a de vraies poignées de porte. Et pour l'instant, c'est uniquement dispo sans le keyless go, ce qui bien sûr n'a aucun sens. Toujours appuyer sur clé pour ouvrir/fermer ou via téléphone. Oui, mais à l'avenir, ce sera le cas. Parce que pour l'instant, c'est logique, ce sont des poignées normales, pas de keyless go. Avec le keyless go, on a ces poignées affleurantes, plutôt agaçantes pour la plupart d'entre nous. Mais je trouve que c'est aussi plus joli comme ça et le retour haptique est meilleur. Et pour la sécurité, c'est toujours mieux. Et puis, le bruit de fermeture de la porte est sympa. C'est parfait. Voilà. À l'arrière, c'est encore mieux. J'espère que ce sera bientôt dispo avec Keyless Go et les vraies poignées de porte. Dans les portières, tout est recouvert de simili souples. Ici, le style clair. Bien sûr, divers coloris existent. 4 lève-vitres, contrairement à la CLA. Seul le bas des bacs de porte est en plastique dur. Commande de siège juste ici. C'est aussi une commande sympa. Système audio Burmester en option, son 3D, sont génial. Il faut absolument le prendre. Un des meilleurs du marché actuel. Et le cockpit. Soit vous commencez par séparer les écrans à ce niveau-là, avec juste un écran là qui n'a pas beaucoup de fonctionnalité. L'étape suivante serait un écran passager complet. Et la troisième étape, c'est que l'écran traverse tout le long. Pour ne plus avoir de bordures au milieu, on a ces bordures que sur le dessus. Et bien sûr, ça a l'air très impressionnant. Mais là encore, les coûts sont aussi plus élevés, donc un focus clair sur l'écran. Mais le système d'infodivertissement en lui-même est plutôt rapide. La différence avec le GLC électrique, c'est que dans le SUV, on est assis plus droit. Ici, on est plus enveloppé, et la plateforme électrique rehausse assez les pieds. Je dirais donc que ce n'est pas la position de conduite idéale pour les grands gabarits. Personnellement, je ne me sens pas grande différence avec la CLA. Un peu plus de confort, oui, côté siège, mais la CLA a presque le même problème. Donc le GLC électrique est mieux pour les grands côtés position assise. Et la BMW i3, je trouve qu'elle offre un meilleur confort d'assise, tant par l'ergonomie de base des sièges que par le simili-cuir. Comme je l'ai dit, mon conseil serait plutôt de choisir les sièges en tissu ou en microfibre dans ce cas précis. Ce toit en verre que voici présente cet effet de teinte électrique. Je peux donc tout à fait le rendre transparent comme ça. Ça ne changera pas l'impact de la chaleur, ce sera juste moins éblouissant pour ainsi dire, ou vous pouvez aussi avoir cet effet spécial ici, ce motif spécial. La protection thermique est assez bonne, on sent encore la chaleur, oui, le toit fermé serait quand même plus frais. Mais pour un toit en verre, c'est l'un des meilleurs pour filtrer la chaleur. On a déjà testé ça avec le GLC électrique en version SUV.
On a aussi différents décors ici. Cette jolie surface mate n'est peut-être pas ma préférée niveau style, mais on peut en choisir d'autres. L'important, c'est qu'on n'est pas obligé de prendre du noir laqué. Et ça, c'est plutôt cool. Un vrai bouton aussi pour le mode de conduite. C'est cool. En sport, la suspension s'abaisse et se raffermit un peu, mais aussi à haute vitesse. Le chargeur à induction est aussi doublé et également ventilé. Pourtant, le téléphone surchauffe quand même. Tu devrais donc continuer à charger par câble ici, dans le bas. Pose simplement le téléphone là, par exemple. Les porte-gobelets ne sont pas comme dans la classe S restylée, ce sont les anciens modèles qui ne tiennent pas vraiment les bouteilles. Il faut vraiment qu'ils tiennent mieux les bouteilles. Accoudoir central ouvrant ici, avec un peu d'espace dessous. Le réglage du volant se fait ici d'ailleurs, de haut en bas, en profondeur, et c'est électrique. On passe facilement les rapports. On voit toujours le boîtier de l'affichage tête haute. Vous avez aussi cet affichage tête haute. Et pour comparer, les sièges sport, microfibre à l'intérieur, simili-cuir à l'extérieur. Les sièges sport soutiennent mieux les épaules et hanches. Ici, le maintien latéral est plus prononcé. Ça a l'air bien plus cool, je trouve. Et je trouve aussi que la matière en microfibre est encore un peu plus confortable pour s'asseoir, je dirais. L'appui-tête ici est plutôt intégré. On peut le régler un peu d'avant en arrière. Vous voyez, c'est pas trop haut, mais disons assez haut. Donc en effet, si vous me demandez, je ferais probablement choisir soit les sièges en tissu de base, ou ici, ceux en microfibre parmi tous ceux proposés. Ouais. Je pense que comme le matériau est un peu plus, disons, adaptatif, c'est encore plus confortable ici. Ensuite, du point de vue conducteur, on a les instruments numériques ici. Et vous pouvez aussi faire défiler de gauche à droite, changer un peu pour passer de la vue des systèmes d'aide à la conduite, par exemple, à la vue de la carte. Et ça permettra aussi d'afficher la carte d'Apple CarPlay, d'Android Auto et ainsi de suite. Puis, l'unité d'infodivertissement principale. C'est facile à comprendre. Le menu principal est là, de bonnes icônes, juste l'unité de climatisation qui est un peu petite. Puis un design sur deux niveaux ici pour le chauffage des sièges et du volant. Comme dit, il y aura aussi la ventilation des sièges. Là, c'est tous les réglages du véhicule. Et pour désactiver cette alerte de vitesse de l'UE, appuyez soit ici en haut à gauche, soit vous pouvez aussi le faire ici. Restez appuyé sur le bouton du volume et c'est vraiment incroyable. La combinaison de CarPlay et Google Maps, c'était jamais possible de l'avoir directement sur les instruments. Maintenant, c'est possible dans le GLC électrique et la classe C électrique. Donc c'est plutôt cool. Sinon, ça aurait fonctionné avec Apple CarPlay et Waze, et Apple CarPlay et Apple Maps, et Android Auto et Google Maps. Mais maintenant, la combinaison Google Maps et Apple CarPlay fonctionne aussi ici sur les instruments. C'est vraiment réussi. Le système Surround 3 des Burmester est top niveau, faut le dire. Prenez-le absolument. Oui. Ici d'ailleurs, le vitrage feuilleté, ce double vitrage acoustique, est en option à l'avant et je dois vous montrer un truc vraiment spécial. Sur le chargeur à induction, le téléphone a toujours tendance à surchauffer, même s'il y a une ventilation par le bas. On se dit, je charge le mobile via le câble du bas. Posez-le là, ou bien c'est un secret. On le sait aussi pour le CLA, et puis là, on peut faire passer le câble par le dessous. Et voilà, on dirait vraiment qu'un alien est en train de sortir de l'estomac. Ici, vous pouvez retirer ce tapis en caoutchouc, on y voit la ventilation. Ce véhicule n'a d'ailleurs qu'un seul chargeur à induction, mais vous voyez bien que le deuxième est proposé en option. Et puis là, il y a un petit trou dans ce tapis en caoutchouc. Vous pouvez passer le câble, puis remettre le tapis en caoutchouc, ajuster la longueur du câble, et maintenant vous pouvez aussi charger en haut avec votre câble. Pourquoi faire ça? Déjà, le téléphone ne chauffe pas avec le câble et il charge encore plus vite. Du coup, j'utilise toujours le câble. Le seul truc, c'est que je ne peux pas le poser direct ici. Je dois le mettre genre comme ça et du coup, deux téléphones ne rentrent pas côte à côte. Alors la question c'est, est-ce que tu ferais ça ou tu le laisserais juste en bas? Dis-moi en commentaire laquelle de ces trois options de recharge tu utiliserais vraiment. À l'arrière, les matériaux sont moussés. Ici aussi sur le dessus, c'est une belle qualité de finition. Système Burmester, l'un des meilleurs du marché. Ici, du plastique dur en bas. Et puis la matière douce et agréable des sièges ici aussi, Isofix de chaque côté. Ensuite, quand on rabat ça, c'est doux
et des supports pour smartphone ou gobelet, 2 ports USB-C ici à l'arrière et un tunnel de transmission relativement plat, pour ainsi dire. Et même si celui-ci est plus long que la CLA, l'i3 et le modèle thermique, il n'offre pas vraiment plus d'espace pour les jambes. J'ai plutôt moins, je veux dire, ce siège pour ma taille, vous voyez, ça passe à peine. En plus, je devrais rehausser le siège pour glisser mes pieds dessous. Et puis, avec la plateforme électrique, il y a une batterie en dessous. Ici, les pieds sont relativement plus hauts que les genoux. Vous voyez donc que c'est bien plus pratique avec le GLC électrique qu'avec celui-ci. Je vous dis déjà qu'il aura plus d'autonomie, bien plus que le GLC électrique, car vous savez, il est plus bas et ainsi de suite. Moins de prise au vent, un atout. Mais le confort d'assise avant/arrière est pire. Ça va encore ici avec 1,86 m. Ça laisse de l'espace pour la tête. Le toit vitré, vous voyez qu'il s'étend tout le long, sur tout le véhicule. Mais oui, l'arrière, c'est pas vraiment le fort de la classe C. Carrément pas. Elle a un toit fuyant, mais garde un coffre séparé. Ici, tu bascules le logo et ça s'ouvre comme ça. C'est manuel ici d'ailleurs. Il n'y a pas de fonction électrique ou autre. Ça me va très bien. Mais si tu veux plus de confort, là, c'est une option. Dans ce véhicule, avec cette finition, le coffre se ferme aussi avec cette fonction électrique. Je veux dire, on n'en a pas vraiment besoin. Mais la question est, pourquoi est-ce en option? Et puis là, celui-ci rentre encore à la verticale, le trolley. Par la suite, on se retrouve avec une largeur de moins d'1 m, une longueur tout à fait normale qui fait un tout petit peu plus d'1 m, et la hauteur de ce côté se situe quant à elle à 48 cm. En dessous, on a un espace vraiment important ici, dans cette poche. C'est plutôt sympa. 470 litres au total. On a aussi un rabattage à distance. C'est cool. Et la i3, par exemple, ne possède pas ça. Et ici, on a une longueur totale de 1,80 m. C'est parti au volant de la Mercedes classe C électrique. Et Léa est déjà très impatiente de tester la suspension pneumatique. Elle adore la suspension pneumatique. On a des jantes de 20 pouces, donc plus de confort bien sûr, avec de petites roues, mais oh, des bosses. Je veux dire, ce n'est pas mou au point d'avoir cette sensation de tangage ou quelque chose comme ça. Non, ça reste un véhicule sportif, même en mode confort, mais avec la suspension pneumatique en option et les roues arrière directrices qu'on a ici aussi. Du coup, quand on est sorti du parking de l'aéroport, on sentait bien l'arrière de la voiture pivoter un petit peu. C'est très bien fait et super fluide. On a le double vitrage ici à l'avant. Pas à l'arrière, mais au moins à l'avant. Et ça nous offre déjà une conduite très calme et raffinée. C'est vraiment très silencieux, même quand d'autres voitures passent. D'ailleurs, il y a le détecteur d'angle mort dans le rétro. Je peux vous montrer. Quand on passe en mode sport, de 40 à 80 km/h, accrochez-vous. Voilà. Waouh. Ouais, c'est bien ça. Les bouteilles volent. Ouais, il y a des bouteilles d'eau qui volent de partout. Waouh. Ouais, mais c'est cool. C'est cool. On n'est pas malade. C'est cool. Ouais. Au fait, quand tu changes de mode, tu peux le faire avec ce bouton-là. Comme ça, tu n'as pas besoin de tout faire sur l'écran. Tu peux appuyer ici ou utiliser le volant. En mode sport, la suspension pneumatique devient aussi un peu plus ferme, un peu plus sportive, mais sans pour autant devenir inconfortable. Vous avez de la puissance à la demande. En fait, plus que ce que la plupart pourraient supporter. Il y aura aussi la version propulsion avec la grande batterie. Je peux déjà vous dire que ce sera largement suffisant. Pas besoin de la transmission intégrale pour celle-ci, sauf si vous en avez besoin pour rouler en hiver ou autre. Mais oui, ou passer en mode éco pour qu'elle pousse moins. Quand on conduisait le GLC électrique de même motorisation, on le mettait surtout en individuel avec une suspension plus souple, mais la motorisation pour confirmer que ce n'était pas si rapide parce que c'est juste trop rapide. Je veux dire, même en mode confort, quand vous faites genre ça passe de 60 à 80 en 1 seconde ou quelque chose comme ça, et voilà, c'est déjà fait. C'est vraiment super cool. Allez, encore un changement de voix, bien joué. Les systèmes d'assistance, d'ailleurs, c'est un très bon point. Voilà, lorsque je l'active. Limiteur A.
Voilà, maintenant on peut très bien le régler ici, sur le côté gauche, avec des molettes physiques. C'est vraiment appréciable. Il me semble qu'ils ont désactivé l'assistant de maintien de voix actif. Pourquoi faire une chose pareille? Peut-être parce qu'ils s'attendent, peut-être agacés par ça, mais nous bien sûr. Voilà, oui, merci beaucoup. C'est mon assistante personnelle, elle s'appelle Lia. J'ai été genre, hey, Lia, tu pourrais activer l'assistant de direction actif, s'il te plaît? Oui, pas de problème. Ouais, je dois changer le ton de ma voix. Ouais. Donc, tu vois, ça me maintient activement dans la voix de façon très fluide. Donc, des systèmes d'assistance élaborés ici avec des impulsions. Ensuite, il fait aussi ce changement de voix semi-autonome de manière très fluide. Alors, on est à un très bon niveau là, j'apprécie. C'est le seul point sur lequel BMW devance Mercedes en ce moment. BMW propose déjà une fonction de niveau 2 sans les mains. Celui-ci devrait l'avoir plus tard, tout comme ce GLC électrique, mais on ne peut pas encore le commander au moment de cet essai. Et il faudra aussi un matériel spécial pour cela. C'est donc crucial de savoir qu'on ne pourra pas l'installer par la suite. Dès que vous pourrez commander celle-ci, la nouvelle, c'est comme si vous aviez des caméras en plus dans ce pack. Quand vous pourrez la commander, vous l'aurez directement, mais il vous faut ce matériel spécial. Impossible donc d'en commander une maintenant avec l'existant pour la mettre à niveau après. C'est très important à savoir. Et les systèmes d'aide à la conduite BMW sont encore plus fluides dans toute l'intégration et tout le reste. Mais là, on parle vraiment d'un très bon niveau par rapport au top du top, vous voyez. Donc très satisfait des premières impressions de conduite ici avec la nouvelle classe C électrique dans l'ensemble. Passons à notre premier test d'efficacité et d'autonomie réelle. Températures agréables et douces aujourd'hui en Finlande. Genre 24 à 25 degrés Celsius, donc pas loin de 80 degrés en Fahrenheit. Et là, à 100 km/h, 60 miles à l'heure, on est à 15 kWh et plus de kilomètres, 4,1 miles par kWh. Ça signifierait une autonomie en propulsion de 630 km ou 390 miles. Et puis à 120 km/h, 75 miles à l'heure, 16,5 kWh au 100 km, 3,7 miles par kWh, ça donne une autonomie en propulsion à cette vitesse de 570 km ou 360 miles. En gros, avant de devoir recharger cette voiture, peut-être pendant en pause à la station. C'est ça le truc, vous voyez. L'autonomie ne sera donc probablement jamais le facteur limitant avec cette voiture. Et plus intéressant encore, vous avez peut-être remarqué ceci. Comment se fait-il qu'il y ait si peu d'écart entre la consommation à 100 et 120 km par heure? Eh bien, la suspension pneumatique abaisse le véhicule à haute vitesse. Et puis, la boîte à deux rapports est déjà sur la vitesse supérieure. Le concept de berline la rend bien sûr moins sensible au vent, surtout comparé au GLCEQ. On économise donc à 100 km par heure, environ 3 kWh par 100 km, où elle est plus sobre. Et si on va plus vite, même si on n'a que des valeurs de comparaison ici, le GLC à 130 km par heure et la classe C ici à 120 km par heure, ça fait quand même 4,5 kWh de différence. La différence est donc plus grande, elle serait encore bien plus importante si l'on avait la valeur à 130 km par heure pour la classe C. Donc c'est clair, plus on roule vite, plus la différence de consommation est grande entre le SUV et la berline. Votre avis en commentaire. Retrouvez notre essai extensif du GLCEQ électrique ou son rival la berline i3 dans notre premier essai.